Alors, ce que ça a de spécial, le darwinisme, c'est devenu un véritable dogme. Donc, on parle de darwinisme aujourd'hui. Ce qu'on ne fait pas, on ne parle pas de galiléisme, de newtonisme. C'est un terme qui traduit bien, qui a un état d'esprit assez spécial. Et c'est une des rares théories du 19e siècle qui est survécue jusqu'à aujourd'hui avec peu de modifications. Quand on considère que justement, dans les sciences en général, le 20e siècle a subi des bouleversements incroyables. Mais on va voir que ce n'est pas forcément dû au fait qu'il n'y ait pas de faiblesse dans la théorie, mais qu'il n'y a pas encore aujourd'hui, on va dire, une théorie alternative qui soit suffisamment solide, parce qu'en fait, on a de nombreuses critiques fondées. Alors, pour moi, le meilleur argument pour discuter de ça, c'est de dire que quand on voit Richard Dawkins, donc lui c'est un je ne sais plus s'il est plutôt paléontologue ou biologiste, en tout cas il est dans ce domaine-là, et il dit de la théorie de Darwin, même si elle était démentie par les faits, elle serait encore la meilleure théorie disponible. Bon, j'aime bien entre guillemets l'objectivité scientifique. Alors, donc pourquoi cette question? On va présenter un peu plus de raisons. Alors déjà, la longévité de la théorie, plus de 150 ans. En 150 ans, la physique a été complètement bouleversée. Il n'y a pratiquement plus rien de ce qu'on croyait il y a 150 ans qui est valable aujourd'hui. Et elle risque de l'être encore, parce qu'on a actuellement des grandes questions qui sont très débattues, notamment dans le domaine de la cosmologie. Donc, on est encore dans le brouillard, d'une certaine manière. Alors, on va le voir un peu en détail après, mais les théories alternatives de l'époque ne faisaient pas le poids. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'alternative vraiment satisfaisante. On va le voir dans le détail après. Aussi, les immenses progrès de la science depuis, et ceci aussi en biologie, en paléontologie, etc., parce qu'on a découvert l'ADN, on a découvert beaucoup de choses sur la cellule, sur la biologie moléculaire, on a découvert qu'il y avait des millions d'espèces. Je pense à l'époque de Darwin, je ne sais pas combien on en avait recensé, mais c'était bien plus faible, bien sûr. La paléontologie s'est développée de façon extraordinaire, donc on a un développement assez incroyable. Et il y a aussi de nombreuses remises en cause et critiques, et ce aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des cercles darwinistes. C'est-à-dire que la théorie, elle est critiquée, bien sûr, par ceux qui sont non-darwinistes, mais même parmi les darwinistes, il y a on va dire des variantes, des sectes peut-être, qui se sont constituées avec des variations, des divergences. Et ensuite, la théorie elle-même est devenue pratiquement un dogme. Et le plus grave, c'est qu'on ne peut pas la contester sans grand risque. C'est ce qui fait qu'il y a même des scientifiques qui n'y croient plus vraiment, mais qui font une critique très feutrée, juste du bout des lèvres. Alors, je peux donner un exemple d'un prix Nobel, qui s'appelle Sir John Eccles. Dans son livre, il écrit « Évolution du cerveau et création de la conscience ». Il a 7 chapitres où il reste, on va dire, au moins soi-disant darwinien. Mais soi-disant, parce qu'en fait, si on va dans le détail, il y a déjà des choses qui sont en contraire. Mais globalement, on peut dire que ça reste quasi orthodoxe.
Et puis 3 chapitres dans lesquels il se permet... Mais alors, pour ces 3 chapitres, ça lui a valu des drôles de critiques. Et pourtant, c'est un prix Nobel, donc c'est pas n'importe qui. Et il savait de quoi il parle, parce qu'il parle plus spécifiquement de l'évolution de l'être humain et du cerveau de l'être humain, domaine dans lequel il est spécialiste et pour lequel il a reçu un prix Nobel. Alors, avant de passer à un examen critique, un petit rappel de la théorie elle-même, des bases. Alors, là aussi, je vais simplifier, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je vais donner les grandes lignes. Alors, premièrement, un bref historique, parce que c'est important, ça joue un rôle. Donc, Darwin, au cours de son voyage à bord du Beagle, qui était un bateau, donc il va dans différents continents, différentes îles, et il observe qu'il y a des variantes de certaines espèces, de nouvelles espèces, et qui varient même d'une île à une autre. Et alors il commence à se dire, parce qu'à l'époque, la théorie principale c'était le fixisme, donc les espèces avaient été créées une bonne fois pour toutes et que ça ne bougeait plus. Il dit, bon, c'est quand même curieux, il doit y avoir une origine commune à ces variantes. Donc il en déduit, ça ne peut pas être des créations séparées. Et donc il va faire l'analogie avec la sélection pratiquée par les fermiers, les paysans. Ils disent, ah oui, en faisant une sélection donc artificielle, on arrive à isoler, à créer des races, etc. Et donc, il va développer l'idée de sélection naturelle sur des variations aléatoires héréditaires. Donc, il suppose qu'il y a des changements. Bon, il y a des variations, on les voit, il y a des variations. Ces variations sont héritées. Et puis, il y a une sélection naturelle qui va agir. Alors déjà, le défaut, c'est que, sur la base, la sélection artificielle, ben, elle est artificielle, c'est-à-dire qu'elle est orientée. Alors que, bon, selon Darwin, la sélection naturelle n'est pas orientée. Deuxièmement, avec la sélection artificielle, on a créé des nouvelles races, mais on n'a pas créé vraiment de nouvelles espèces. Bon, malgré tout, bon, l'idée est là. Donc, d'où les 2 principaux piliers de la théorie de Darwin, c'est la sélection naturelle, qui va agir en favorisant des variations aléatoires héréditaires, qui sont favorables à la survie de l'individu et de sa descendance. Donc c'est la survie du plus apte, principe. Alors, à noter que là déjà, parmi les darwinistes, il y a une différence. Ce qu'on appelle les darwinistes purs et durs, style Richard Dawkins, hein, c'est lui qui dit, même si elle était fausse, il faudrait la garder. Eux, ils mettent l'accent beaucoup plus sur la sélection naturelle. Parce que, effectivement, sur le hasard lui-même, on ne peut pas compter sur le hasard pour faire une véritable évolution. Donc, ils misent à fond sur la sélection naturelle. Bien sûr, elle doit se faire sur quelque chose, donc il y a des variations. Par contre, il y a des darwiniens un peu moins fondamentalistes, style Stephen Jay Gould, qui disent ouais, ben, il y a quand même pas mal de choses qui ont été dues au hasard finalement. Alors, les autres aspects, alors il y a d'autres aspects. Oui, donc ça, c'est les variantes de la théorie, c'est ce dont je viens de parler. Et les autres aspects concernent donc l'idée de la lutte pour la vie. Donc ça, c'était aussi inspiré de quelqu'un de l'époque qui était Malthus. On parle du malthusianisme, c'est-à-dire qu'il y a, normalement dans les populations, il devrait y avoir une progression géométrique, mais en fait, comme il y a concurrence, il y a la lutte, le plus fort survit et le plus faible. Et donc d'ailleurs, en fait, cet aspect-là,
ça avec la sélection, ça va inspirer des gens comme Adolf Hitler. Et par d'autres aspects, parce que comme on a une explication non religieuse, etc., ça va aussi intéresser fortement les marxistes. Mais qui ne seront pas d'accord avec d'autres aspects, justement, qui sont ceux que le fascisme va prendre en compte. Alors, et aussi, alors, les variations de l'environnement, ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'époque aussi de Darwin qu'on a commencé à comprendre que la Terre avait nettement plus des 6000 ans bibliques, qu'il y avait des périodes géologiques, il y a même une idée. Bon, la dérive des continents, ça a mis un temps fou à être accepté, mais c'est né, ce genre d'idée est né à cette époque. Et donc, ce qui dit variation de l'environnement, dit besoin d'adaptation, d'où action de la sélection naturelle, ça vient renforcer cette idée, donc ça joue un rôle. Et un point important aussi, c'est justement, de ce fait, l'absence de finalité. Donc, dans la théorie de Darwin, les choses... Et cette absence de finalité, elle est aussi capitale dans le sens où, dans le futur, ça pourra être un moyen, alors c'est pas un futur proche, je vous dis tout de suite, de dire scientifiquement, j'espère qu'on trouvera d'autres moyens avant, mais de dire scientifiquement si sa théorie est justifiée ou pas, parce que selon la théorie de Darwin, et là Stephen Jay Gould insiste bien là-dessus, si on remontait le temps, on repart au départ et on recommence, ça pourrait donner quelque chose de tout à fait différent. Ça veut dire que s'il existe des formes de vie dans l'univers ailleurs, si ces formes de vie ressemblent ou sont construites sur les mêmes bases que la vie sur Terre, Darwin a tout faux. Si par contre, effectivement, on trouvait des formes de vie qui n'ont vraiment rien à voir avec ce qui se passe sur la Terre, on pourrait dire qu'il avait peut-être raison. Alors, je reviens sur les alternatives de l'époque. Alors, il y avait le fixisme, souvent lié d'ailleurs au créationnisme, parce que la base, c'est le récit biblique. Et donc, un petit peu comme aujourd'hui, on ne remet pas en cause le dogme de Darwin, à l'époque, pas question de remettre en cause le dogme de l'Église. Donc, ceux qui s'opposaient au fixisme, ils étaient très mal vus. Bon, il n'y avait plus l'Inquisition à cette époque, mais bon, une autre forme. Mais les rapports n'en étaient pas moins durs. Oui, oui. Alors, mais de ce fait que la base c'est le récit biblique, il n'y avait pas une base scientifique forte, c'est évident. Mais il y avait quand même un scientifique qui est un représentant imminent du fixisme, c'était Cuvier, Georges Cuvier, qui lui pensait, en plus de la notion de fixisme, il parlait du catastrophisme, c'est-à-dire qu'il y avait eu, pour expliquer justement, on a commencé à découvrir les espèces disparues, etc., qu'il y avait eu de grandes catastrophes qui avaient éliminé certaines espèces, et que probablement après ces grandes catastrophes, il y avait eu de nouvelles créations. C'était une façon d'échapper à l'idée d'évolution de ce fait. Alors, maintenant, de l'autre côté, il y avait déjà des évolutionnistes. C'est-à-dire que la théorie de Darwin n'est pas nouvelle dans le sens que de parler d'évolution. Les idées existaient déjà dans l'Antiquité, mais aussi même Saint Augustin, donc même dans le christianisme, il y avait des idées d'évolution. Simplement, à l'époque de Darwin, dans l'Église, on ne parlait plus du tout dans cette direction-là. Et donc, en particulier, le transformisme
Et donc il y a deux personnes marquantes. Bon, une qui est très connue, c'est Lamarck, mais une qui est peut-être moins connue, c'est Geoffroy Saint-Hilaire, qui, lui, c'était un spécialiste, ou il est devenu spécialiste d'anatomie comparée, et qui donc regardait les différents plans et se disait, tiens, c'est intéressant, et faisait même des comparaisons, même entre des catégories assez différentes, comme les arthropodes et puis les vertébrés, et de dire, tiens, les uns, la carapace est à l'extérieur, mais les autres c'est à l'intérieur, mais sinon c'est la même chose, et puis il y a les membres. Alors le dos des uns correspond au ventre des autres, enfin, il faisait plein d'analogies, il s'apercevait qu'on faisait quelques symétries, que beaucoup d'espèces étaient construites sur le même modèle. Donc il se disait, ça ne peut pas être par hasard, mais donc justement, lui avait une idée d'une évolution planifiée de ce fait, parce que, à cause de ces similitudes, il en déduisait une certaine planification. Et Lamarck. Alors Lamarck avait quelque chose de donc, plus spécifique, mais Geoffroy Saint-Hilaire soutenait Lamarck justement dans sa démarche. Il ajoutait à ça la transmission des caractères acquis. C'est-à-dire, bon, il y avait des caractères. Bon, donc l'idée à l'époque, par exemple, de Lamarck, c'est-à-dire que les girafes, à force de tordre leur cou, elles avaient rallongé leur cou, et que après, ben, les descendants allaient hériter de ça. Et en fait, il ne faut pas oublier que Darwin lui-même n'avait pas du tout éliminé Lamarck. L'idée que l'évolution se fait par des caractères déjà de la naissance, en quelque sorte, de l'individu à la modification des gènes, c'est venu que beaucoup plus tard, hein, par le néo-darwinisme. Donc ce n'était pas exclu au point de départ de la théorie. Bien sûr, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, mais c'était le cas. Alors, maintenant, donc par rapport à ça, ce qu'on appelle, alors ça c'est le nouveau nom officiel de la théorie de Darwin, c'est la théorie synthétique de l'évolution. Alors les plus, on va quand même regarder parce que, comme je disais, tout n'est pas négatif dans la théorie de Darwin. D'ailleurs, sinon, cette théorie n'aurait jamais tenu 150 ans. Donc il y a bien des raisons pour lesquelles cette théorie a un sens. Alors, l'idée d'évolution n'était pas nouvelle, mais il offre un mécanisme plausible d'explication. Alors après, est-ce que ça suffit? Ça c'est la question. Mais en tout cas, il y a une explication. Donc il y a un système logique. En dehors de ça, après, la science va confirmer certaines choses. Déjà même avec Mendel et les lois de l'hérédité, on comprend qu'il y a des choses qui se transmettent, et donc il y a des variations qui doivent être transmises. Et alors en plus, 100 ans après, la découverte de l'ADN, ça va offrir un magnifique support, ça va donner un support pour les aspects techniques de la théorie de Darwin. Et donc là, les darwinistes vont se sentir aux anges. Ensuite, un autre aspect, c'est que on découvre donc au cours de toutes ces périodes l'âge de la Terre, l'âge de l'univers, et ça commence au 19e siècle, mais ça se prolonge au 20e siècle, où on découvre de plus en plus, waouh, l'univers a des milliards d'années, et la Terre elle-même a 4 milliards et demi d'années. Bon, ça ne fait pas découvert non plus, mais donc ça veut dire que ça offre une période suffisamment longue pour que même des petites transformations, avec le temps, deviennent des grandes transformations. Il y a des micro-évolutions constatées. Alors, mais vraiment constatées, c'est-à-dire que quand on voit l'idée des pinsons de Darwin, etc., bon, on raisonne par analogie, mais il n'y a pas vraiment une preuve absolue en soi. Par contre, aujourd'hui, avec des bactéries qui résistent aux antibiotiques et de plus en plus rapidement, on voit qu'il y a une adaptation.
Bon, sauf que ce sont des micro-évolutions, les bactéries restent des bactéries. Elles ne se transforment pas en quelque chose de tout à fait différent. Juste une question. Et l'histoire de la naissance de l'espèce zèbre, aussi, l'histoire zèbre et mouche tsetse, ça tient toujours ou pas? Je sais pas, ok, peut-être. Ah bon, on en parle. Alors, micro-évolution, oui. En plus, l'idée d'évolution est même acceptée aujourd'hui par les religions. Alors, avec des nuances, pas exactement de la même façon, mais ils se sont dit, bon, peut-être parce qu'ils sont déjà une fois ridiculisés avec Galilée, donc faut faire gaffe quand même. Et puis, avec justement l'âge de la Terre, une interprétation littérale de la Bible n'est plus de mise. Et aussi, disparition d'espèces sous nos yeux. Ça, c'est un aspect de la théorie de Darwin. Alors, c'est pas forcément une sélection très naturelle, parce que c'est beaucoup dû à l'influence de l'être humain, mais sur les équilibres écologiques. Donc, c'est d'une certaine manière l'environnement. C'est-à-dire que la modification de l'environnement fait que, malheureusement, certaines espèces disparaissent. Donc, il y a l'aspect élimination qui est confirmé. Bon, maintenant on va passer aux questions. Enfin aux questions, pas vos questions, mais les questions dans la conférence. Le questionnement. Alors j'en ai 19. Alors, d'abord, les limites de la sélection naturelle. Parce que les limites de la théorie de Darwin, elles portent d'une part déjà sur la puissance de la sélection naturelle. C'est-à-dire, bon, on voit qu'effectivement, avec la sélection naturelle, on peut avoir des petites modifications. Mais qu'est-ce qui va se passer lors de macro-évolutions, c'est-à-dire des évolutions substantielles, où on va passer d'une catégorie animale ou végétale à une toute autre catégorie. Donc là, la question est ouverte, on y reviendra dans le détail. Le hasard, parce que donc il y a toujours quand même l'aspect hasard dans cette théorie. Alors est-ce qu'on n'a pas faire face à un nouveau Dieu bouche-trou? Parce que les matérialistes ont toujours reproché aux gens religieux de dire oh, oui, mais chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose, vous mettez Dieu. Donc c'est ce qu'on appelait le Dieu bouche-trou. En anglais, c'est the God of the gaps. C'est que c'est connu en Amérique sur cette expression. Non. Non? Ah bon. En tout cas, donc, on pourrait dire, est-ce que c'est pas, bon, alors, ce qu'on ne peut pas expliquer naturellement, bon, bah, c'est le hasard. Et il y a une tendance d'ailleurs, un petit peu dans les sciences en général, à faire jouer un rôle très important au hasard. Alors aussi, comme tout ça c'est basé sur les mutations, déjà les mutations, elles ne sont pas si fréquentes, elles sont rares. Heureusement, parce que les mutations, ce sont des erreurs de copie. Quand dans un livre, vous faites des erreurs de copie, en général, ça ne va pas l'améliorer, le livre. Or, la plupart des mutations sont des mutations régressives. Donc, ils vont donner, par exemple, le trisomisme, etc. Vous avez toutes sortes de mutations qui vont donner des maladies génétiques. Alors, par contre, effectivement, dans des films de science-fiction, on a des héros mutants qui ont des pouvoirs extraordinaires, mais ça ne s'est pas encore avéré dans la réalité scientifique. Ça, c'est les Marvel. Mais ça a dû être Darwin qui a inspiré ce genre. C'est la faute de Darwin. Alors, en plus, muter n'est pas évoluer. Parce que vous avez des êtres vivants qui mutent beaucoup, sans évoluer forcément. Par exemple, la mouche drosophile. Alors, la mouche drosophile,
En fait, parce qu'on a découvert, enfermé dans de l'ambre, des mouches drosophiles donc, qui étaient pratiquement intactes il y a 50 millions d'années. Et les différences avec la mouche actuelle, c'est vraiment minime. Si on regarde en 50 millions d'années, depuis les premiers mammifères jusqu'à l'être humain, là on a eu une super évolution. Et pourtant, les mouches drosophiles, ce sont des insectes qui mutent, je dirais, plus facilement que l'être humain, justement. Donc, le fait de muter ne va pas systématiquement entraîner une évolution. C'est un peu lié au suivant, c'est-à-dire que la plupart de ces mutations vont être négatives, etc. Elles sont comment ces mouches? Ah, c'est une mouche classique, hein, ce qu'on appelle la mouche du vinaigre. C'est les petites mouches ou c'est les mouches ordinaires? Les petites là, des petites on appelle mouche à vinaigre. Alors, mouche à vinaigre. Je crois que c'est des petites, oui, je pense plutôt mouches qu'on trouve sur les cartes. L'avantage, ils font beaucoup d'expériences là-dessus parce que c'est pas cher. C'est moins cher que le bébé. Par contre, de déduire de ces expériences beaucoup de choses sur les autres êtres vivants, ça peut être douteux. Alors, en plus, il y a des évolutions non conformes à la sélection naturelle. Alors, bon, j'irai pas trop dans le détail parce qu'il y a toutes sortes d'exemples, mais je donne juste quelques exemples. Alors, il y a des évolutions qui peuvent sembler darwiniennes, mais que jusqu'à un certain point. Par exemple, le papillon Kalima. Alors, je voulais préparer des images, mais bon, je vais demander d'imaginer. Vous avez un papillon. Ce papillon-là, sur ses ailes, sur la partie supérieure, il a de magnifiques couleurs, très voyantes. Mais quand il replie ses ailes, donc quand il est au repos, la partie dessous, ça ressemble à des feuilles mortes. Donc, ça n'attire pas l'attention des prédateurs. Il y a beaucoup de papillons. Voilà. Il y a beaucoup de papillons qui sont très discrets, fermés. Alors, pourquoi spécialement ce papillon Kalima? Parce qu'il existe plusieurs espèces de papillons Kalima. Et une qui est le papillon Kalima de Ceylan. Non seulement ça imite une feuille morte, ce qui pourrait être un résultat de l'évolution darwinienne, mais sur cette feuille morte, il y a comme un champignon. Enfin, ça imite. Et il y a un spécialiste biologique qui a même évalué que ça correspondait à un certain champignon très précis. Alors, là, ça devient de l'art pour l'art. Parce que la feuille morte avec ou sans champignon, et puis à la limite, n'importe quel champignon, oui. Mais de là à ce que ça imite un champignon précis, il faut être surréaliste pour dire oui, c'est un résultat de la sélection. Objection, votre honneur. Oui. Ça peut être un champignon qui repousse précisément un prédateur du papillon. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le biologiste qui a détecté ça, c'était pas évident qu'il arrive à détecter ça, donc il est peu probable qu'un prédateur puisse faire la distinction entre un type ou un autre de champignon. Bon. Et que de toute façon, les autres espèces de papillons Kalima survivent très bien juste en mettant la feuille morte dans d'autres régions. Qui plus est, pour les prédateurs de ces papillons, ce sont des oiseaux. Alors, ça, cette tactique lui permet de pouvoir se reposer tranquillement, mais dès qu'il est en vol, l'oiseau, il va avoir les belles ailes, donc là, il a intérêt à être discret, parce qu'en fait, là où il va se faire attaquer, c'est quand il vole, en fait. Donc là, feuille morte ou pas, champignon ou pas, ça ne fait plus aucune différence. Un autre exemple, qui est le triton. Alors, le triton, on a observé, parce qu'en faisant des expériences, que lorsqu'on enlève le cristal de l'œil du triton,
ce cristal va se régénérer. Alors super, ça peut dire, oui, voilà, c'est une adaptation. Sauf que, premièrement, il ne se régénère pas de la même façon qu'il se génère au niveau embryonnaire. Ça se fait à partir de l'iris, alors que sinon, au départ, ça se fait à partir de la peau. Et que c'est que pour le cas où le trypton perdrait son cristallin sans perdre son œil. Parce que s'il perd l'œil, c'est fini. Ça, justement, ça ne peut plus être reconstitué. Or, ça ne peut être fait que par des opérations scientifiques. Donc, il n'y a aucune raison que ça puisse être un fruit de l'évolution. C'est juste quelque chose de naturel, entre guillemets, mais on ne peut pas l'expliquer par l'évolution. Point suivant, la complexification du vivant. Alors, parce que qui fait succession d'ailleurs à la complexification de la matière. Au départ, dans l'univers, on a de simples particules qui deviennent des atomes, puis des molécules. Après, on a des macromolécules, etc. Bon, après, on a l'étape de la vie. Après, avec du monocellulaire. Donc, il y a toute une complexification de la vie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que subsistent en même temps des bactéries très simples, et cette évolution se fait en parallèle. Donc, on ne peut pas dire, c'est pas dit non plus que l'un est meilleur que l'autre, puisque les deux existent. Mais en tout cas, quand on regarde le chemin de l'évolution, il y a une complexification qui se fait, et qui ne peut pas être expliquée justement en disant « Ah ben parce que une simple bactérie n'est pas capable de survivre ». Ben si, il y en a encore aujourd'hui. Et heureusement, d'ailleurs, on va voir, elles sont absolument indispensables pour les autres êtres vivants. Ah, ben alors ça affaiblit l'argument. On ne peut pas s'étonner puisqu'on en a besoin. Si, parce que ça va s'opposer à un autre argument de Darwin, justement. Alors, aussi, les plus adaptés ne sont pas toujours les plus aptes. Alors, pourquoi? Parce que lorsque un être vivant est totalement adapté à son environnement, s'il y a le moindre changement dans l'environnement, ça peut être perturbant. Donc, il y a un des biologistes qui faisait une comparaison, je ne sais plus lequel, dans un livre que j'ai lu, qui disait si vous avez une voiture de base toute simple, vous pouvez facilement, à partir de là, créer une voiture un peu plus compliquée, un peu plus puissante. Si vous avez une Ferrari, encore vous allez la faire évoluer, vous la changer. Alors par exemple, les Ferrari, quand vous avez vous savez, les boss maintenant. Il ne peut plus. Moi une fois, j'étais derrière une voiture justement puissante, puis je le vois ralentir. Oh, puis, pourquoi il va si. Mais c'était parce qu'avec les dodanes, oui, avec les dodanes, donc ces voitures-là ne sont pas adaptées aux dodanes. Donc quand il y a une spécificité, mais c'est important d'être très bas pour être rapide, etc. Normalement, mais sur une belle aérodynamique. Donc la même chose s'applique aux êtres vivants. Donc en fait, d'ailleurs, une des raisons alors selon certains, je veux pas, en tout cas, selon certains, la paléontologue, l'homme aurait survécu, se serait développé parce qu'il s'adaptait très bien au changement de climat. Il a traversé des périodes froides, chaudes, et ça a facilité son évolution, alors que d'autres espèces qui étaient peut-être trop spécialisées. Oui, de toute façon, il y a les lignées qui s'arrêtent aussi, parce que les complexifications. Alors, aussi, l'apparition elle-même de la vie est encore inexpliquée. On a des hypothèses, mais on n'a pas d'explication, donc on peut se dire
Ça, c'est comme ça. Alors, le problème, ça veut dire que même la nature même de la vie est encore inconnue. Au point que il y a de grosses discussions sur ce qu'on considère comme être vivant ou pas. Est-ce que les virus sont des êtres vivants? Certains vous diront oui, d'autres vous diront non, et parmi les spécialistes. Hein, donc, puisqu'on ne sait pas vraiment encore définir la vie, c'est pas toujours évident de dire qu'est-ce qui va faire évoluer la vie. Bon, là c'est technique, je ne vais pas dans trop de détails parce que ça viendra peut-être dans la question. Alors, les premières étapes de la vie aussi, ça non plus c'est pas évident. On sait qu'il y a eu des... Alors au départ on a des bactéries sans noyau, on a des archées qui sont... on a parlé de bactéries extrémophiles, alors on a même pensé, d'ailleurs le nom indique bien d'ailleurs les erreurs et les errances de la biologie, parce que pourquoi on les appelait archées? Parce qu'au départ elles s'appelaient archéobactéries, qui veut dire ancien. C'est-à-dire qu'on a pensé à un moment donné qu'elles ont précédé les bactéries. Et puis après on s'est dit, ah non, non. Mais on a gardé le nom. Mais ça veut dire que là on tâtonne vraiment. Et alors, l'hypothèse actuelle, c'est que ce serait d'une fusion de bactéries et d'archées que seraient venues les cellules eucaryotes avec noyau. Mais ça reste encore une hypothèse. En tout cas, tout ça pour dire, peu importe que ce soit vrai ou faux, mais en tout cas, on n'est pas très clair. Et puis après, pour les êtres multicellulaires. Donc, il y a des étapes, ce sont des étapes fondamentales dont on ne peut encore pas dire grand-chose. Et, bon, ok, ça on va en parler plus tard. Ensuite, l'accélération de l'évolution. Alors, en fait, au départ, on parle en milliards d'années. Donc, pendant pratiquement 3 milliards d'années, on a eu des êtres vivants unicellulaires. Et puis après, on parle en l'évolution, une fois qu'on a franchi cette étape, qu'on a des êtres pluricellulaires, on commence à parler en centaines de millions d'années. Et puis en dizaines de millions d'années. Et puis avec les hominidés, on parle en millions d'années. Et l'être humain, on parle en centaines de milliers d'années. Donc il y a vraiment une accélération constatée. Ensuite, les sauts de l'évolution. Alors là, on tombe sur la théorie des équilibres ponctués de Stephen Jay Gould, qui va être conforté d'ailleurs par le point suivant. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments où, dans l'histoire de l'évolution, on a des étapes qui se franchissent d'un coup, notamment le Cambrien, l'explosion, ce qu'on appelle l'explosion du Cambrien, sur laquelle se ruent les créationnistes purs et durs, en disant « Vous voyez, c'est pas évolution, c'est création. » Mais bon, c'était sur des... On parle il y a 540 millions d'années, et on parle d'une évolution qui s'est faite sur 10 millions d'années, mais plus qu'une macro, c'était une évolution assez fantastique. Stephen Jay Gould parle notamment du fameux monstre prometteur, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de mutations qui se sont faites à la fois, et par hasard, c'était les bonnes mutations au bon moment, etc. En tout cas, là c'est l'explication darwinienne, mais justement, on constate qu'il y a des moments dans l'histoire où il y a une évolution très rapide, et confirmée par le manque de fossiles. C'est-à-dire que dans les grandes étapes, les étapes qui mènent des dinosaures aux oiseaux,
les étapes qui mènent des reptiles aux vertébrés. Pardon. Non, des reptiles aux mammifères. C'est déjà des vertébrés. Ou donc là, on n'a pratiquement pas de fossiles intermédiaires. Ils avaient découvert un poisson dont on pensait, enfin, après le fossile, qu'il pourrait être l'intermédiaire entre des êtres, entre les amphibiens, entre les poissons et les amphibiens. C'est quoi, le sélacanthe? Oui, le sélacanthe. Et puis, manque de peau. Finalement, ça marche pas. Mais non, c'est pas ça. On a découvert, il existe ce poisson. Oui, oui. Il existe aujourd'hui. Oui. Et quand on voit ce sélacanthe aujourd'hui, ben, il n'a absolument rien qui lui permette de devenir un amphibien. On pensait que, parce que d'après les squelettes, mais on pouvait qu'imaginer, il y avait certains organes, ah oui, ça va être une ébauche de poumon, ou ça, mais après quand on voit l'animal en vrai, ben non, ça ne marche pas. Donc, alors, ça ne veut pas dire, toute la question, bon, parce que là les créationnistes disent, voyez, il y a eu création, etc. Non, ça veut pas, mais ça veut dire que ça élimine l'idée que ce soit fait vraiment par le hasard, le pur hasard et la sélection naturelle. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas forcément une preuve, parce que ça s'est fait sur une période tellement courte que les probabilités de trouver des fossiles sont très minces. Alors macroévolution. Donc des macroévolutions qui sont improbables. Donc par exemple, vous avez certaines évolutions où on dit mieux vaut une fonction à 10% que pas de fonction du tout, etc. Ça c'est l'argument darwinien. Mais en ce qui concerne le vol des oiseaux, alors pas le vol des insectes parce que là il y a une explication darwinienne possible. Parce que les insectes sont si petits que le fait, les ailes ont pu servir au départ à évacuer la chaleur, parce que plus les ailes sont petits. Donc il pouvait y avoir une autre raison. Mais dans le cas des oiseaux, un embryon d'aile ou un manchon qui ne permet pas encore de voler, il sert à rien. Au lieu d'avoir des pattes, c'est plutôt un handicap. Donc on est obligé de passer, si ça c'est une évolution comme ça progressive petit à petit, on est obligé de passer par une phase de handicap, ce qui est contraire à l'idée darwinienne. Et aussi l'évolution des reptiles thériodontes vers les mammifères. Donc là, il y a des modifications dans l'articulation de la mâchoire, mais dont on ne voit pas quelle... c'est-à-dire que les reptiles thériodontes il y a l'articulation qui est différente entre le mammifère et les reptiles traditionnels. Et les reptiles thériodontes, ils ont la double articulation. Mais on ne voit pas en quoi ça pourrait être un avantage. Plus, mais aussi de façon générale, après le développement des caractères mammaliens ne répond pas à des critères de sélection naturelle, en fait, de façon générale. Alors, ensuite, oui, c'est ça. Il y a une correspondance non univoque, non bi-univoque, entre gènes et organes. C'est-à-dire, vous avez certains gènes qui sont utiles, qui vont servir à plusieurs organes, et inversement, un organe va faire appel à différents gènes. Donc, la relation entre gènes et organes n'est pas très simple. Donc, ça n'est pas une preuve, mais c'est un indice que les choses ne sont pas si simples qu'on pourrait le laisser croire dans le darwinisme. Alors, sélection ou coopération naturelle? Parce qu'en fait, bon, on parle de la lutte pour la vie, sélection naturelle, élimination,
Mais en fait, on a énormément d'exemples où la coopération entre les êtres vivants a permis le développement. A commencé déjà de façon générale entre les animaux et les plantes. Les plantes, ils ont une fonction respiratoire comme les animaux, mais grâce à la fonction chlorophyllienne, ils permettent de maintenir l'équilibre entre dioxyde de carbone et oxygène. Sans quoi la vie animale ne pourrait pas se développer. Donc, aussi entre les insectes et les fleurs, hein, en particulier les abeilles. On sait aujourd'hui que les abeilles sont menacées, etc. Et c'est pas grave que pour les abeilles, c'est tout un équilibre écologique. C'est ça. Mais même dans ce qu'on peut considérer la chaîne alimentaire, en fait, toute la chaîne alimentaire, les animaux qui sont en fin de chaîne, les prédateurs, dépendent de tout le reste. Ils ont besoin. Alors, ça part ce qu'on appelle les autotrophes, c'est-à-dire des bactéries ou des éléments qui sont autotrophes, c'est-à-dire que par elles-mêmes, capables d'assimiler des éléments minéraux. Les animaux ne sont pas capables de faire cette le sel, oui, il y en a quelques-uns, mais je veux dire, en règle générale, la plupart des éléments minéraux, on n'est pas capable de les assimiler et de les digérer. Donc, vous avez les animaux herbivores, par exemple, qui vont profiter de ce que les plantes ont fait un certain travail. Et puis, vous avez les carnivores qui vont manger les herbivores. Mais s'il y a un trou quelque part, ben c'est toute la chaîne qui s'écroule. Hein, c'est pas. Ouais, s'il manque un maillon. Oui, oui. Donc, on a. Et donc, tout repose sur des équilibres écologiques, justement, qui doivent. Où il doit y avoir une certaine harmonie. Et l'homme en fait l'expérience aujourd'hui en découvrant qu'il est en train de perturber ces équilibres écologiques et que c'est assez catastrophique. Donc, c'est pas. C'est moi le plus fort et les autres, ça marche pas comme ça. C'est pas l'un contre l'autre. C'est pas l'un contre l'autre. Alors, les épicycles de l'évolution, c'est-à-dire que si on juge la théorie de l'évolution, quand on regarde, alors je vais prendre l'exemple de la physique. À partir du moment où on a eu quelques petits points en physique où on disait oula, ça ne marche plus. Alors au départ, dans l'Antiquité, on a fait des épicycles, c'est-à-dire on a dit ah c'est pas un cercle. Bon alors là. Moi je mettrais des guillemets à l'épicycle. Oui, tu as raison. Donc la tendance des darwinistes, c'est de dire ah oui, mais là, on trouvera une explication, où ils en trouvent une, mais alors qui ne tient pas debout. Donc, il y a cette tendance pour défendre à tout prix la théorie. Quand il y a quelque chose d'inexpliqué, on essaie de trouver une explication. Mais en fait, la démarche scientifique, c'est de dire, ah, là, il y a quelque chose qui coince, donc, pourquoi? Est-ce que la théorie doit être remise en cause, où on a mal... où il y a des mesures qui ne sont pas... Enfin, en physique, on peut faire des mesures, là, c'est plus difficile, parce qu'il y a des faits qui ne sont pas exacts. Ensuite, ressemblance n'est pas descendance. C'est-à-dire que souvent, on a dit, ah, voilà, parce que les êtres se ressemblent, donc c'est... Mais en fait, par exemple, tous les animaux vivant dans l'eau, qu'ils soient mammifères, poissons ou autres, ont tendance, ceux qui se déplacent en tout cas en vitesse, il y a une certaine aérodynamisme, donc il y a certaines formes. D'ailleurs, ma femme me rappelait hydrodynamique, oui. Pardon. Ma femme me rappelait qu'en allemand, la baleine, on dit Walfisch. Ce qui veut dire le poisson baleine. Le poisson baleine. C'est affreux qu'on dise ça encore. Alors, du coup, j'arrive aux incohérences de la classification. Selon Pascal Pic, mon grand ami Pascal Pic, l'homme ne descend pas du singe, l'homme est un singe. Alors,
Parce que maintenant, comme on adopte, on est en train d'adopter, et ça c'est tout récent en fait, parce que dans les livres du XXe siècle, c'était pas encore comme ça. C'est en train de se faire dans les livres du XXIe siècle. On est en train d'adopter ce qu'on appelle la classification monophylétique. C'est-à-dire appartiennent à un même groupe tous ceux qui descendent d'un même ancêtre. Alors, d'après ce système, par exemple, le crocodile et les oiseaux sont plus proches que le crocodile et le lézard. Et oui. Parce que ils ont un dinosaure qui est un ancêtre commun, qui est plus proche que l'ancêtre commun au lézard. Alors, ce qui fait qu'avant on avait les oiseaux, on a toujours la catégorie des oiseaux, mais on a les oiseaux et les crocodiliens qui descendent je crois les archosaures, ils ont créé une catégorie qui s'appelle les archosaures, pour que ce soit absolument monophylétique, c'est-à-dire toute une catégorie. C'est génétique. Et parce que, donc, ce qui fait que la classification reptile est abandonnée. Parce que c'est une classification qu'on appelle paraphylétique, c'est-à-dire c'est un morceau d'une branche. Quoi. Oui, c'est une description par les fonctions. Sauf que c'est pas seulement, c'est pas seulement l'aspect extérieur, mais en fait, dans la réalité, il y a quand même plus de proximité qu'avec les oiseaux. Dans le fonctionnement, etc. Et voilà, et je trouvais dans Wikipédia une phrase qui dit justement l'utilisation de ce terme reptile, alors, sous-entend par exemple que n'importe quel reptile est plus proche d'un autre reptile que d'un oiseau, ce qui est faux. Oui, les bébés ne sont pas des... Alors, moi, je veux bien que ce soit faux, mais... Alors maintenant, justement, en ce qui concerne l'homme, de ce fait, on dit, puisque l'homme et le chimpanzé ont un ancêtre commun postérieur à l'ancêtre commun avec les orang-outans et les gorilles, par exemple, donc l'homme fait partie des chimpanzés, enfin, il y a une catégorie homme-chimpanzé qui est différente, au lieu de parler des grands singes. Sauf que, en dehors de l'aspect extérieur, de la bipédie, enfin de plein de différences, il y a quand même une différence fondamentale, même biologique, qui reste, c'est que tous les fameux grands singes, même s'ils ont un ancêtre commun qui est plus ancien, mais que ce soit orang-outan, gorille ou chimpanzé, ils ont 48 chromosomes. Et l'être humain en a 46. Donc, on peut considérer qu'on est plus proche, mais en réalité, non, il y a eu un truc. Oui, non, mais il y a, parce qu'on suppose d'ailleurs justement c'est le deuxième et le troisième chromosome qui ont fusionné. Mais peu importe, en tout cas, ça veut dire qu'on ne tient pas compte. Si on regarde juste le nombre d'années depuis l'ancêtre commun, mais il peut y avoir eu des transformations énormes qui justifient une toute nouvelle catégorie. Et de la même façon, même parmi mes ancêtres, je peux avoir plus de points communs avec quelqu'un qui n'a pas des ancêtres communs avec moi qu'avec un de mes ancêtres qui était très différent de moi. En fait. Donc, enfin, moi, c'est mon point de vue personnel que cette classification monophylétique, elle induit plus en erreur Et en plus, ça complique, parce que ça introduit plein de catégories intermédiaires, parce que chaque fois qu'il y a un ancêtre commun, il faut rajouter une catégorie. Donc avant vous aviez les embranchements extrêmes, vous avez les sous-embranchements, les sous-familles, les sous-sous, ça rajoute des catégories à n'en plus finir. Bon, je me suis peut-être trop attardé là-dessus, mais bon, ça me tenait à cœur. Alors, maintenant, donc là on vient d'en terminer avec le questionnement. Maintenant, on va voir des arguments pour une évolution orientée. Alors,
les raisons possibles de l'accélération de l'évolution, parce que j'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait accélération de l'évolution. Alors ça, c'est une théorie à moi, enfin une idée. Théorie, c'est un grand mot encore. Une idée, une hypothèse à moi. Alors, la matière inerte, elle se transforme plus lentement en se complexifiant. Pourquoi? Parce que ça suit des lois physiques précises. Donc, il a fallu du temps pour que dans les étoiles se forment, à partir de l'hydrogène, d'autres atomes, etc. Et à partir de certains niveaux, au-delà du fer, il faut même des supernovae, enfin si ça n'en produit pas tous les jours, enfin si, dans l'univers maintenant ça en produit peut-être tous les jours, mais dans l'univers entier. Mais en tout cas, ça prend du temps pour arriver à ces transformations. Et c'est pour ça qu'il a fallu plusieurs générations d'étoiles avant que puisse exister une planète comme la Terre, avec suffisamment d'éléments qui sont indispensables à la vie. Alors, par contre, les êtres vivants évoluent d'autant plus rapidement qu'ils sont complexes. Alors, à mon avis, c'est pas dû au hasard, mais mon hypothèse, c'est que c'est dû à l'autonomie croissante. Donc, au départ, les êtres vivants sont sortis de l'eau, donc indépendance du milieu aqueux. Alors, il y a eu les amphibiens qui étaient un peu intermédiaires, ils avaient encore besoin que leur peau ne sèche pas, etc. Puis après, avec les reptiliens, il y a eu une carapace donc pour bien garder et puis aussi avec les œufs qui sont plus nécessairement pondus dans l'eau, etc. Alors après, la mobilité, qu'ont développé les animaux, l'homéothermie, le fait que les animaux à sang chaud, capables de maintenir par eux-mêmes une certaine température, dans certaines limites bien sûr, mais ça veut dire qu'ils sont moins dépendants de la température extérieure, du climat extérieur, que les autres animaux. Et puis l'apparition de la main, de l'outil pour l'être humain, du cerveau. Donc, ça va jusqu'au point où les êtres vivants complexes jouent un rôle actif dans l'évolution. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devenons des acteurs de l'évolution, puisqu'on est même capable maintenant de travailler sur de faire des organismes génétiquement modifiés. Alors, que ce soit bon ou pas, mais en tout cas, cette capacité est là. On arrive à un niveau où on développe des capacités, c'est-à-dire on devient des acteurs de l'évolution. On peut orienter l'évolution. Et tout ça va dans un sens contraire à l'entropie, qui règne dans le milieu purement matériel. Et donc, ça veut dire à la fois opposé au hasard et au déterminisme. Alors, de ce fait aussi, cette autonomie permet des évolutions non prédictibles. Autrement dit, même s'il y a un plan, on verra ça plus tard éventuellement, dans l'évolution de l'univers, une espèce d'ADN de l'univers, le fait qu'il y ait une autonomie croissante, les êtres vivants sont complexes, fait que cette autonomie peut aboutir à des choses non prédictibles. D'où disparition de certaines espèces, accidentelles ou voulues d'ailleurs. Exemple, les dinosaures. Oui. Non, et puis l'art, c'est non prédictible aussi. Ouais. Non. Oui. Alors, il y a des découvertes récentes qui montreraient que même les mutations ne sont pas forcément toujours au hasard. Alors, notamment, ils ont fait des expériences avec des bactéries qui ne supportaient pas le lactose. Et on les a mis dans le lactose. Alors, c'est pas mal d'éliminer, mais il y en a qui ont survécu. Et en même temps,
plus rapide que prévu. Les mutations sont devenues plus fréquentes et dans le bon sens, en quelque sorte. Alors, les darwinistes ont répliqué en disant, oui, d'une manière générale, alors après ça reste à définir, qu'est-ce que c'est que le stress, mais un être vivant sous stress va muter plus rapidement. Alors, effectivement, pourquoi pas, mais on s'aperçoit que même en rectifiant les calculs, parce qu'aujourd'hui avec les ordinateurs on peut faire toutes sortes de calculs et de vérifications, ça ne suffit pas encore à expliquer. Donc ça veut dire que, un petit peu comme par exemple, lorsqu'on est attaqué par des microbes ou des virus, on va avoir notre organisme qui va réagir. Et cet organisme, il ne va pas réagir au hasard, hein, il va pas être une loterie. On va trouver assez rapidement, essayer de comment combattre l'organisme qui vient, quels sont ses points faibles, etc. Et ça se fait indépendamment de notre volonté. C'est inscrit dans nos gènes, si j'ose dire, enfin, dans notre organisme. Ensuite, convergence évolutive, c'est-à-dire que il y a dans l'évolution, dans différentes branches, on a des convergences vers d'une même évolution, même dans des types très différents. Alors par exemple, l'œil de l'être humain, je ne sais pas ça, l'être humain, du mammifère on va dire, parce que c'est quasiment la même chose. En tout cas, cet exemple est frappant. L'œil du calamar est bâti de la même façon. Et certaines méduses et certaines araignées aussi. C'est pas généralisé. Alors c'est intéressant parce que on a des animaux, certains du même groupe ont un œil différent et s'en portent pas plus mal. Et malgré tout, il y en a qui ont le même système que l'œil des mammifères. Donc, dire que c'est dû à la sélection naturelle, ouais, alors pourquoi dans le même groupe il y aurait des choses si différentes? Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas 36 façons de construire un œil, il y en a que certaines, mais bon, qui s'adoptent dans un sens ou dans l'autre. Oui, bon, si quand même. La question, c'est que c'est lié un peu avec cette accélération de l'évolution. C'est-à-dire que une des définitions possibles d'un être vivant, c'est la résistance à l'entropie. C'est-à-dire qu'on maintient un niveau d'entropie qui est bas. C'est de la négantropie, la négation de l'entropie. Et cette négantropie se fait grâce à l'information. L'information est par définition l'opposé de l'entropie. L'entropie, c'est le manque, c'est le manque d'information, la perte d'information. Et donc, cette information, elle peut être programmée ou innée, mais elle peut être aussi acquise. C'est-à-dire que justement, avec l'être humain, on arrive à une évolution culturelle où on peut transmettre aux générations suivantes beaucoup de choses indépendamment de la génétique. Et un savoir et tout ça qui va agir finalement sur l'évolution. Alors, des accidents qui n'en sont peut-être pas, je laisse j'ai pas mis le point d'interrogation, mais je le laisse en tout cas bien. Parce que, bon, pas de certitude. Mais, en tout cas, si il n'y avait pas eu une planète de la taille de Mars qui ait frappé la Terre encore jeune et ce qui a permis la formation de la Lune, on ne serait peut-être pas là. On serait même presque sûrement pas là. Parce que la Lune a permis à ce que la Terre stabilise son orbite et qu'on ait la création de saisons régulières, etc. Donc il y a une stabilité. Alors que les autres planètes, même du système solaire, ça tourne dans tous les sens. Alors vous imaginez un peu le climat du pôle, quand le pôle passe à l'équateur, etc. Avec de tels changements de climat, c'est pas évident le développement de la vie.
Ensuite, il y a eu la catastrophe du Permien, où là, beaucoup d'espèces ont disparu. Mais à partir de là, ont pu exister toute une nouvelle génération de végétation. Et c'était lié à l'activité volcanique qui est à la fois source de destruction, mais en même temps source de vie. Sans activité volcanique, la Terre serait non pas plate, mais vraiment ronde. Et donc, la vie n'aurait pas pu évoluer sur la Terre parce qu'il n'y aurait pas de montagne, il n'y aurait pas de continent qui dépasserait de l'eau. Et dans le Permien, c'est quand alors, le Permien, c'est la fin de l'ère primaire. Le Cambrien, c'est le début de l'ère primaire. Et le Permien, c'est, je crois, la fin à vérifier, mais en tout cas, je crois que c'est la dernière époque de l'ère primaire. Et après, au cours du Crétacé, alors en tout cas le Permien c'est il y a 200, je crois que c'est 250 millions d'années à peu près, pour situer. Le Cambrien c'était 540 millions, Permien 250, et le Crétacé, donc extinction des dinosaures, là c'est 65 millions d'années, qui a permis le développement des mammifères. Alors les mammifères ont existé avant, mais leur véritable essor s'est fait après cet événement. Donc, en tout cas, ça a favorisé, il y a des éléments donc, qui ont favorisé la vie, favorisé toute la végétation sur la Terre, et les mammifères et les oiseaux, enfin, le développement des mammifères et des oiseaux. Donc toutes des nouvelles catégories. Quoi? Bon, tiens, c'est pas grave. Alors, des êtres vivants qui auraient cessé d'évoluer, ben là, ça reprend en fait Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que justement, j'avais donné l'exemple tout à l'heure de la mouche drosophile, mais c'est parce que à partir du moment où un certain être vivant a atteint un certain optimum, ben ça ne va pas plus loin, quoi. Ils arrivent à un sommet, après il faudrait redescendre, remonter à l'air. Il aura t-il un surhomme? Donc, comment? T'as vu la réponse? Alors, maintenant, donc en fait, ça veut dire que une fois qu'on a atteint un certain stade optimal, il n'y a plus de raison, enfin, il peut y avoir des mutations, mais c'est difficile qu'elles puissent être positives, donc ça plafonne. Alors, de l'embryon à l'être humain, alors là, c'est comparaison, alors, il ne faut pas la pousser trop loin, mais quand même, en gros, quand on regarde depuis l'embryon, on est au départ une cellule, donc un être unicellulaire, qui se multiplie au départ à l'identique, et puis il y a une phase, alors je ne sais plus si c'est 32, 16, combien, ou 64, enfin, il y a une phase où les cellules commencent à se spécialiser. Ce qui est d'ailleurs encore inexpliqué, comment, à quel moment, en tout cas. Et donc, là c'est le stade des animaux. Au lieu que ce soit un simple assemblage de bactéries, parce qu'on suppose aussi que des êtres pluricellulaires, au départ c'était un simple assemblage de cellules eucaryotes, et puis après ils se sont spécialisés et ça est devenu un être vivant. Donc on se développe, et on est dans le ventre de la mer, on est en milieu aqueux, en milieu liquide, et puis à un moment donné on sort du milieu liquide. Donc on est un peu au départ comme un tétard, etc., puis après ça devient quand même plus un être formé. Lorsque l'être humain sort du sein maternel, au départ il ne peut pas faire grand chose, et après la première chose qu'il va faire, il va ramper, comme les reptiles.
Et puis, un jour, il va arriver à marcher à quatre pattes. Alors là, il faut faire attention dans la cuisine, etc., les prises, etc. Ceux qui ne sont pas encore parents, attention. Donc, le stade quatre pattes, et puis un beau jour, bipédie, et la parole pratiquement en même temps, autour de 1 an. Alors, après, ça dépend des personnes, mais on a donc on revit d'une certaine manière toute l'évolution depuis une cellule jusqu'à l'être humain. Est-ce que c'est un hasard? Moi, je ne crois pas. Ensuite, téléonomie des êtres vivants. Alors, ça c'est une propriété que Jacques Monod a appelée comme cela. Et en fait, il y a d'ailleurs une critique de Rémi Chauvin qui dit probablement parce que le mot finalité lui aurait écorché la bouche. C'est ça, la téléos c'est la fin. Téléos c'est la fin. La téléonomie des êtres vivants, enfin, la façon dont l'exprime Jacques Monod, c'est de dire chaque être vivant a un projet. C'est-à-dire, à quoi on distingue? C'est une des propriétés distinctives des êtres vivants par rapport à la matière brute. Mais il ne va pas jusqu'à être finaliste, c'est-à-dire que c'est parce qu'il était complètement athée, donc pour lui, matérialiste, pas seulement athée, mais matérialiste, parce qu'on peut être athée mais ne pas être matérialiste. Vous répétez. C'est ce qui se disait. Alors, téléonomie, ça veut dire télé, c'est futur, ça veut dire. Et au loin, mais là, c'est dans le cas. Et c'est fin. Nomie, c'est la loi, quoi. Donc, oui. Alors, ceux qui sont finalistes parlent de la téléologie comme propriété. Mais justement, il n'a pas voulu employer ce terme parce que ça avait une connotation trop finaliste comme un but, donc il a appelé ça téléonomie. Le fait que chaque être vivant a un projet. Mais se donne une mais fin. C'était. Étymologiquement, il dit se donne une fin. Oui. Donc, il a eu quand même cette objectivité de décrire cette réalité. Il faut lui reconnaître ça. Oui. Même si on n'est pas d'accord avec lui sur d'autres choses. Il a dit ça dans le hasard et la nécessité. Oui, dans le hasard et la nécessité. Mais je ne sais pas s'il a pu le développer ailleurs. Je ne sais pas. Moi, je l'ai découvert dans son livre Le hasard et la nécessité. Et alors, c'est ce qui explique le fait que les êtres vivants maintiennent une entropie faible. Parce qu'ils ont justement cet objectif. Alors, de l'énergie toujours plus informée et plus autonome, de ce fait, liée à ça. Alors, pourquoi là, j'ai plus... Et ça va jusqu'à l'influence de l'esprit sur la matière. Alors, c'est-à-dire on a fait des expériences où on a demandé à des personnes de se concentrer. On avait un phénomène aléatoire qu'on simulait par un ordinateur qui pouvait sortir aléatoirement à 50-50 des 0 ou des 1 par exemple. Et on leur demandait de se concentrer. Et on a vu qu'on pouvait obtenir des variations de la moyenne, alors sur un grand nombre, parce que sur quelques-unes, sur des milliers de fois, on est arrivé à par exemple 54% de ce qu'on leur avait demandé, donc une déviation significative de la moyenne, au lieu de 50%. Tu veux dire, quelle expérience de... C'est-à-dire qu'on leur demandait de concentrer leur pensée pour faire sortir par exemple le 1 au lieu du 0. Oui. Et ils arrivaient à un résultat de 5, au lieu d'arriver à 50-50, ou à, alors selon le nombre de fois, ça pouvait être 51-52, ils arrivaient à 54%. Mais le chiffre sortait quoi? En principe aléatoire? C'était par ordinateur, c'était un système par ordinateur. Un système en principe aléatoire. Aléatoire, oui. On arrive à commander à l'aléa. Mais plus fort que ça. Alors, vous avez peut-être entendu parler du chat de Schrödinger. J'ai toujours fait, moi. Mais vous le connaissez, moi je ne connaissais pas non plus le chat de Helmut Schmidt.
Alors, il ne s'agit pas du chancelier allemand, mais d'un scientifique allemand qui a fait des expériences avec un chat, donc même pas un être humain, un vrai chat, oui, oui. Alors, dans cette expérience, il met le chat dans une chambre froide, réfrigérée. Ouais, j'ai entendu cette histoire. Et il y a une lampe qui, aussi de façon aléatoire, fonctionne normalement à 50% allumée, 50% éteinte. Donc il donne un peu de chaleur. Et le chat réussit à influencer en sa faveur l'allumage de la lampe. Oui, oui, il y a, j'en cite juste deux, il y en a plein, et je ne les connais pas toutes, etc. Mais il y a pas mal d'expériences dans ce sens. C'est de la magie. Alors, l'unicité des êtres vivants. Autrement dit, je suis moi, Didier Vignard, mais si je regarde les cellules ou même les atomes dont je suis composé, ça n'a plus grand-chose à voir avec ceux dont j'étais fait quand je suis né. Malgré tout, je me considère toujours être la même personne. On va enquêter quand même. Continuité du sujet. Oui. Alors, mémoire. Donc ça veut dire que le vivant est plus, et ça c'est même valable à la limite pour des animaux ou des plantes, même s'ils n'en sont pas forcément conscients, mais ils sont une unité qui se traduit dans l'action, etc. Donc ça veut dire que le vivant c'est plus que de la matière assemblée ensemble. Il a une mémoire. Parce que la matière elle change constamment. Et la mémoire aussi. Oui. Il y a la mémoire. Oui, exactement. Donc, il y a un seul. Aussi, il y a tout un système écologique en nous. C'est-à-dire qu'en fait, là je reviens aussi sur le thème de la coopération, on a des milliards de bactéries qui coopèrent avec nous dans notre corps. Alors quand on pense bactéries, on pense maladie, etc. Mais en réalité, la plupart des bactéries nous sont complètement utiles. Et nécessaires, oui. Sans les bactéries, on n'aurait même pas existé. Les probios pour le système gastrique. Ouais. Donc, et donc tout cela, et ça n'affecte en rien notre unicité, mais ça veut dire qu'il y a ça montre bien la coopération entre les êtres vivants, etc. Et il y a un certain... professeur Didier Raoult, qui a écrit un livre Dépasser Darwin. Alors, je suis pas trop d'accord avec ses conclusions, mais c'est pas grave. Il donne quand même beaucoup d'idées intéressantes. De toute façon, souvent, les idées les plus intéressantes, je ne les trouve pas chez les gens avec qui je suis d'accord, mais avec qui... Non, mais c'est vrai. Donc, lui explique que non seulement c'est vrai pour les bactéries, mais qu'il y a plein d'échanges horizontaux de gènes, et que donc, pour lui, Darwin s'est complètement dépassé. Mais d'un autre point de vue que celui que je présente ici, mais ça contribue aussi à la remise en question. Alors, le vécu, 3, 4, 5... Ah, c'est la dernière page. Je suis un peu en retard. Alors, donc on a conscience de cette unicité dans notre esprit. Bon, je ne veux pas non plus... Allez. Alors, évolution orientée, le processus. Bon, là, on a lancé des idées. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme pour soutenir ces idées-là? Alors, le métabolisme. Donc, le métabolisme, c'est le moyen par lequel, justement, on survit, on maintient une entropie faible, etc. Et on parle de, ça c'est un terme trouvé par Prigogine, de structure dissipative. C'est-à-dire le fait qu'on dissipe de l'énergie
et en dissipant de l'énergie, enfin, on reçoit et on redonne de l'énergie, et on va pouvoir être plus actif, plus cet échange existe. Et donc, l'être humain est à un point tel que on est une structure dissipative 10 000 fois plus efficace que le Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par kilo de matière, par kilo de matière, on est, alors on peut dire consomme, on utilise 10 000 fois plus d'énergie. Et là-dedans, 20% dans notre cerveau. Ce qui montre que la pensée dissipe plus d'énergie que le muscle. Est-ce que c'est vrai pour hommes et femmes? Oui. Je pense. Oui. Non. Vraie question. Oui, si. Je crois pas qu'il y a pas Ça a de été différence vraiment entre testé? Alors, mutation dirigée, en fait j'en ai déjà un peu parlé. Mais... Ah oui, mais c'est d'accord. Donc, chaque humain peut se prendre pour Apollon. Donc, ah oui, ce dont j'avais déjà parlé, c'était les bactéries. Bon, l'exemple des bactéries dans le lactose. Maintenant, il y a une... ça, c'est lié à une idée. Alors, transcription. Ah, pourquoi je... Ok, c'est pas grave. Je vais le mettre après. Attendez, je vais descendre et puis je vais revenir en arrière. Parce que voilà, c'est... Donc, en 1975, alors, jusqu'à un certain point, là aussi c'était un dogme sacro-saint, soutenu par Jacques Monod. Tout vient de l'ADN, il n'y a pas de transcription inverse, c'est-à-dire que notre ADN se transmet aux protéines dans notre corps par le messager ARN. On a l'ADN et les modifications de notre corps, tout le fonctionnement de notre corps, les protéines qui ont besoin d'être renouvelées parce qu'elles meurent aussi, elles n'ont pas une vie éternelle. Il y a une duplication de l'ADN à travers l'ARN. Or, en 1975, il y a Termine et Baltimore, enfin, non, c'était peut-être avant, ils ont obtenu le prix Nobel en 1975 pour la découverte de la transcription inverse, c'est-à-dire de l'ARN vers l'ADN, qui était une première étape. D'ailleurs, justement, je ne sais plus si c'est Rémi Chauvin qui explique que il y avait quelqu'un qui travaillait sous Jacques Monod qui avait eu cette idée-là, mais comme il n'a pas été soutenu du tout par Jacques Monod, ben, le prix Nobel est allé à d'autres choses. Je pense que c'est des Américains. Temine, c'est pas Termine, Temine et Baltimore. Alors que ça aurait pu être un Français si on avait laissé L'évolution chez les Français est particulière. Et un bel exemple de cette transcription inverse, c'est le virus du sida. Oui, mais alors. Ah oui, Oui, mais alors avec des questions quand même. Parce qu'on n'a toujours pas éliminé l'hypothèse qu'il soit artificiel. Artificiel? Le virus du sida. Ah bon, ça je connaissais pas cette idée. C'est comme Ebola. En tout cas, Oui. alors je reviens. Donc, il y a un certain Bruce Lipton, qui est un biologiste américain, qui explique qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? La réaction, c'est-à-dire les protéines, agissent en fonction de la perception de l'environnement. C'est-à-dire il y a un environnement. Alors, au niveau des cellules, ça va être de la nourriture, ou au contraire des bactéries ennemies, etc. Donc, la cellule va percevoir ça et va réagir avec des protéines. Mais il se peut que la protéine, si elle est manquante, parce que justement, la protéine était trop faible, elle a été évacuée. Donc dans ce cas-là, il faut en refaire une avec de l'ADN. Mais pour que l'ADN multiplie,
le déclencheur, ce n'est pas l'ADN lui-même. L'ADN n'est qu'une simple machine à photocopier, mais ce n'est pas la machine à photocopier qui se déclenche elle-même. C'est-à-dire, l'ADN est entouré par une manche de protéines, justement, et il y a une protéine qui va activer cette manche pour qu'elle s'ouvre et dupliquer l'ADN. Donc ça, c'est connu. Bruce Lipton va une étape plus loin, donc ça reste peut-être encore une hypothèse, mais en disant, et s'il n'y a pas dans l'ADN l'outil nécessaire, il y a certains gènes qui sont chargés de modifier d'autres gènes de l'ADN pour pouvoir créer ça. Autrement dit, au final, à partir de l'environnement, on pourrait avoir une modification de nos gènes. Ça peut être positif ou ça peut être négatif. On suppose qu'en certains cas, des gènes qui ne sont normalement pas activés, parce qu'il y a beaucoup de gènes qui ne sont jamais activés, mais qui deviennent activés par ce principe, pourraient être par exemple des gènes cancérigènes qu'on a, mais qui pendant longtemps ne se manifestent pas, et qui un jour sont libérés par ce processus. Dû à l'environnement, oui, à la pollution aujourd'hui. Oui, bien sûr. Dans les mers, on se retrouve avec des êtres Alors, qui sont mutés. Lamarck n'est pas mort, il est ressuscité. Alors, parce qu'on a découvert qu'il y avait des phénomènes d'immunité. Alors, dans les anticorps, on distingue, il y a des choses qui sont transmissibles à la descendance et d'autres qui ne sont en principe pas. Sauf qu'on a découvert que si quelqu'un avec des modifications qui n'étaient en principe pas transmissibles, mais si il y a eu la conception d'un enfant après qu'ils aient surmonté la maladie, les enfants vont pouvoir hériter de cette modification. Donc, ça veut dire que quelque chose acquis au cours de la vie pourrait se transmettre. La maladie du sommeil, c'est une chose. Ensuite, alors par le biais de l'indéterminisme quantique, c'est-à-dire que justement ça c'est une hypothèse de Sir John Eccles, que l'esprit peut agir sur le cerveau grâce à l'indéterminisme quantique, parce que le niveau de finesse des neurones est tel que on arrive dans cette zone d'indétermination et que donc il pourrait y avoir quelque chose de non matériel, alors ce qui conforterait les expériences faites par exemple sur l'influence de l'esprit, même sur quelque chose même extérieur au corps, alors a fortiori dans le corps lui-même. La fameuse théorie neutraliste de Moto Kimura. Donc, qu'est-ce que ça apporte, cette théorie? Ça apporte qu'en fait, il y a beaucoup de gènes qui échappent à la sélection naturelle. Parce que si la modification de ces gènes est neutre, et d'autre part, si on a beaucoup de gènes dans le corps qui ne sont pas activés, forcément. Donc, il peut y avoir des accumulations de modifications de gènes qui, soit parce que ça n'affecte pas le comportement, soit parce que ces gènes, de toute façon, ne font pas partie de la zone active. Et il peut y avoir jusqu'à un certain seuil, et puis un jour, peut-être, tout peut être activé. Et donc, ça diminue encore le rôle du hasard. C'est quoi cette théorie neutraliste Ah, c'est que l'idée, c'est que il y a des modifications de gènes qui sont neutres vis-à-vis de la sélection naturelle, etc. Mais en plus, il peut y avoir des modifications qui sont neutres parce que ce sont des gènes non activés. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles c'est neutre. Alors ça, j'en ai parlé. Transposant aux gènes sauteurs, ça c'est intéressant aussi. Oui, c'est-à-dire que ce sont des gènes qui
si on les met à un autre endroit dans la chaîne, vont provoquer un nouvel organe, etc. Donc, alors ils sont amusés, par exemple, avec la mouche, fameuse mouche drosophile, où on lui met des yeux au bout des pattes, ou des choses comme ça. Parce que, en modifiant l'ADN, donc on peut faire pousser un œil à n'importe quel endroit, hein, ce qui fait qu'il y a découvert, il y a une la structure de l'ADN apporte un certain ordre. Mais alors, il y a plus fort que ça. C'est-à-dire que si, à travers alors c'est le prochain, oui, les gènes OX, donc ça ce sont des gènes dits homéotiques ou gènes architectes qui vont contrôler l'activation de différents gènes. Ils vont dire, voilà, toi, allez, au travail, tac, 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 donc, et puis ça va créer un certain organe, tout ça, etc. Alors, le plus fort, c'est que on peut utiliser le gène OX d'un type d'animal sur un autre type d'animal. Alors, je ne sais plus, j'ai plus l'exemple sous les yeux, mais c'était par une souris et puis un autre animal, enfin tout à fait différent. Et, par exemple, si on transpose les gènes OX pour la formation de l'œil, et ça ne va pas créer un œil de souris dans le nouvel animal, mais ça va créer un œil de ce nouvel animal, parce qu'il va juste chercher les gènes correspondants. Donc ça veut dire que le gène OX ne dépend pas du type d'animal, pratiquement. Mais ça n'a pas encore fait pousser des yeux sur des animaux sans yeux. Bonne question, je ne sais pas si ça a été tenté. Peut-être difficile parce que s'ils n'ont pas de gène justement qu'on puisse activer, c'est peut-être plus délicat, effectivement. Oui, tout à fait. Alors, logique interne. Alors, c'est-à-dire que, indépendamment donc, des facteurs sélection naturelle, environnement, etc., il y a des idées actuellement que tous les êtres vivants suivent une certaine logique interne de construction. Déjà, de toute façon, l'embryon, à partir de l'embryon, il y a une certaine logique interne, mais même dans l'ensemble de l'évolution. Donc, il y a une certaine Anne d'Ambricourt, qui a fait beaucoup parler d'elle. Il y a eu une émission une fois à la télé où il y avait toute une controverse là-dessus, justement, qui explique que, alors je ne saurais pas vous raconter dans tous les détails, parce que, en tout cas, il y a un os à la base du cerveau qui s'appelle l'os sphénoïde et qui a un angle qui est différent quand on regarde toute l'évolution des primates. Alors au départ, c'est complètement plat, puis après, ça prend un certain angle. Et donc, évolution du tube neural, parce que en fait, les animaux qui sont comme ça à quatre pattes, donc le tube neural est tout droit, et quand l'homme se redresse, comme le cerveau, lui, devient à la perpendiculaire, donc il faut qu'il y ait un angle qui se fasse. Et donc, il y a une évolution, et à chaque fois que cet angle a bougé de façon significative, par étape, il y a eu une nouvelle espèce qui s'est créée. Donc, elle parle des primates, et puis certains types de singes, après les singes, les grands singes, qui sont différents, etc. Bon, et selon elle, même ça serait encore en train d'évoluer. À voir. Et Rosine Champ-de-Bois, alors là on a deux dames exceptionnellement. C'est exceptionnel. Ben oui, malheureusement, enfin, c'est dommage. Mais... En tout cas, je ne sais pas si c'est parce que ce sont des dames que leurs idées sont plutôt rejetées. Non, c'est rejeté comme toutes les idées nouvelles. Ça, oui, bon, aussi, c'est vrai. Mais c'est alors la nouvelle évolution. Rosine Champ-de-Bois explique l'ADN n'est que le matériau, pas l'architecte. Donc, en fait, il y a tout. Alors, il faut chercher où est la partie architecte, en quelque sorte. Qui va décider comment on combine les éléments du matériau. J'arrive bientôt à la fin. Fusion de génome. Alors ça, c'est une idée très soutenue par ce Didier Raoult. Il dit, d'ailleurs, il y a un sous-titre dans de ses chapitres qui s'appelle « L'homme est une chimère ».
Alors, pour rappel, une chimère dans l'Antiquité, c'était un être, un animal constitué moitié taureau, moitié oiseau, moitié... Oui, voilà, ça, ce genre de choses. Chèvre, lion, je sais plus quoi. Donc, pourquoi l'homme serait une chimère? Ben parce qu'on a en nous... Alors c'est intéressant parce qu'apparemment on enseigne déjà en biologie, même en terminale, parce que j'ai vu une étudiante là, il y a pas longtemps, qu'on a en nous, dans notre génome, 8 à 9% de gènes bactériens. C'est gênant. Bon. Oui, Et donc alors l'idée c'est que de toute façon, au départ, avant que les cellules eucaryotes n'apparaissent, les échanges de gènes se faisaient entre bactéries, entre cellules, de façon, on va dire, horizontale par rapport à l'évolution verticale. Puisque justement, la multiplication, c'était par simple division des cellules, donc il n'y a pas... Ouais, bon, il y a une cellule mère et deux cellules filles, si on veut, mais c'est une simple division, donc il n'y a pas de combinaison comme quand il y a un père et une mère, par exemple, dans l'animal, etc. Mais là, par la combinaison par la fusion de deux types de bactéries, on pouvait obtenir un nouveau type de bactéries, ou d'une partie, ou un échange d'éléments entre deux bactéries. Et alors ça, c'est un processus qui, chez les bactéries, se poursuit encore actuellement, et même, alors il donne des exemples, il y a un virus qui a pu injecter dans un verre de terre, pas un verre, 80% de son génome. C'est donc il y aurait des phénomènes comme ça qui expliqueraient ce qu'on appelle une évolution horizontale. Enfin, je ne sais pas si lui utilise ce terme, mais en tout cas, moi je trouve le terme intéressant, évolution horizontale, à même niveau. Donc par échange de gènes. Et cet échange de gènes, d'une certaine manière, alors dans la publicité, quand il fait un interview sur son livre, il parle comme une présexualité, c'est-à-dire que c'est l'ancêtre de la sexualité, et c'est un phénomène qui se continue encore aujourd'hui. Alors, conclusion. J'ai mis avec un S, mais en fait, bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est des idées que j'ai eues ce matin. C'est pour ça que tu arrives. C'est tout neuf. Bon, alors c'est personnel, hein. Donc là, je ne m'appuie sur... Enfin, je m'appuie quand même sur des choses que j'ai dites avant qui étaient chez d'autres auteurs, mais les hypothèses là que je vais, ce sont des hypothèses personnelles. Oui, tu vas nous coloniser, les gènes de notre cerveau avec tes idées. Déjà fait. Alors, le fait que l'évolution, l'idée que j'ai eue, serait un mix de l'évolution verticale, alors à Darwin ou pas d'ailleurs, enfin, on a vu que déjà même l'évolution verticale, c'est pas forcément darwinien, et horizontale. Alors, le rôle de la composante verticale de l'évolution. Alors, elle se fait dans le sens d'une complexification, donc on a dit le vivant évolue vers le plus complexe, d'une autonomie et d'une optimisation. Alors, même justement, l'optimisation, elle est présente dans tous les cas. C'est-à-dire, lorsque je reste sur une bactérie, un organisme cellulaire, ou à un certain niveau, la mouche drosophile, j'aboutis à un moment donné où c'est optimisé, et donc cette optimisation va engendrer une stabilité relative. Relative parce que si le milieu évolue totalement, ça va, mais normalement. Et ce qui fait que tout ne serait pas tout le temps en train d'évoluer, parce qu'il y a justement une certaine stabilité après avoir atteint un certain optimum. Alors maintenant, l'évolution ou la composante de l'évolution horizontale, elle, c'est donc basé sur l'échange de gènes, de bactéries, et la sexualité, qui est aussi un échange, puisque l'enfant qui va naître, ou le petit d'animal ou autre,
va être un mélange d'une partie du génome paternel et d'une partie du génome maternel. Donc, là, le rôle de cette évolution, c'est d'engendrer la diversité. Parce que quand on regarde, quand on regarde justement, et c'est dans une conférence d'Yves Coppens que j'avais écoutée, c'était l'année dernière, il disait, enfin, il s'étonnait un peu de l'espèce de miracle qui fait que on a quand même une grande stabilité des espèces, et pourtant il y a une telle diversité. Donc là, l'évolution verticale, elle, va optimiser et s'assurer qu'il y ait une certaine stabilité, et l'évolution horizontale va créer dans tous les sens, créer une diversité qui à son tour est contrôlée et orientée par l'évolution verticale. Puisque ça va permettre de... on élimine les erreurs, les tares, etc. Voilà, donc il y aurait ce rôle des deux, et donc un aspect vertical et un aspect horizontal. De toute façon, l'irruption de la reproduction sexuée est quelque chose de complètement bouleversant, parce que justement, on passe un couple engendré des deux puissances, je ne sais pas combien, d'êtres différents, théoriquement. Beaucoup plus, il y a beaucoup plus de cas possibles qu'il n'en réalisera. Donc c'est très étonnant. Alors, je termine par une citation de Pierre-Paul Grasset. Un petit peu d'humour, ça ne fait pas de mal. La finalité est une femme avec laquelle un biologiste ne veut jamais être vu en public, mais dont il ne peut se passer. La fiction.